Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Le point 7. Comme tous les vendredis, on est encore en studio. Avec nous aujourd'hui, Ishola Diguin, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour amis auditeurs et coucou spécial au sommité de la maison. Merci beaucoup d'être dans nos murs pour cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Providentiel News. J'avais en face de vous Vincent Fortunaire Sogba, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba et bonjour cher Rami Ishola et un bonjour également aux auditeurs de Diaspora FM. Alors les sujets à l'ordre du jour aujourd'hui sont multiples. On a par exemple les remous qui commencent véritablement à monter à l'interne contre l'intervention militaire. On en avait parlé la semaine dernière en filigrane. Je crois qu'aujourd'hui on y revient avec cette sortie le week-end dernier des démocrates pour dire non carrément à toute intervention militaire contre le Niger. Ils l'ont réaffirmé par mots et par mots. Ensuite, nous avons Paul Kagame qui décide de prendre tout le monde à contre-pied, de prendre l'actualité, et bien sûr à contre-pied, en se portant envers et contre tout, candidat pour son 4e mandat dans son pays, j'allais dire, et ce sera en 2024. Et puis, actualité au plan national, fait de société, on va dire, c'est bel et bien le déguerpissement bis, enclenché par la mairie de Cotonou, qui donc revient pour libérer les artères qui ont été réoccupées, parce que entre-temps libérées mais réoccupées. On va parler de tout ça. Vincent Fortunaire Sogba, vous voulez qu'on commence par le Niger? C'est votre plat favori aujourd'hui? Non, je crois que on peut commencer n'importe où et je vais vous surprendre. C'est vrai que nous suivons à Nouvelle Mutation et à Jarobi.com les événements du Niger. Mais aujourd'hui, je voudrais particulièrement qu'on démarre par le déguerpissement bis qui s'observe dans la ville de Cotonou, parce que il s'agit là d'un intérêt national. Il s'agit des Béninois qui vivent de leur commerce aux abords de la voie et qu'aujourd'hui on assiste encore comme en 2017 à leur déguerpissement. On casse le petit commerce des bonnes dames et des jeunes garçons. C'est un peu compliqué à vivre. C'est vrai que on espère quelque chose, mais malheureusement depuis 2017 que on a déguerpi les gens, rien n'a été fait sur les espaces dégagés, déguerpis. La nature ayant horreur du vide, les gens vont revenir parce que ça les permet de vivre au quotidien, ça leur permet de gagner les pains quotidiens. Mais les casser, ils iront où encore à nouveau? Je crois que c'est ça qui, moi, aujourd'hui, m'intéresse beaucoup plus, qu'on se demande où est-ce qu'on va véritablement. C'est quoi le programme qui va s'installer aux abords, aux espaces en question? Et depuis 2017, nous sommes en 2023, qu'on continue de déguerpir les gens. Il faut qu'on nous explique. Il faut que les Béninois comprennent le bien fondé de ces déguerpissements, puisque rien n'a été fait. On nous a montré des maquettes 3D, 4D, aujourd'hui 21D, mais on ne voit rien sortir. Vous en avez jamais vu 21D? Ah oui. Tellement que c'est somptueux, c'est beau, c'est du beau, et on passe là, lui mais pour faire du beau, il faut casser et il faut prendre du temps aussi.
Et 10 ans après, ou 3, ou je ne sais pas, nous sommes aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure. On est à 3 ans de 2026. Moins de 3 ans. Pourquoi? On est encore en 2023? Moins de 3 ans, cher ami. Je crois que Pourquoi êtes-vous pressé? Non, nous ne sommes pas pressés, mais c'est comme ça se compte. Ce n'est pas nous qui sommes pressés. Mais que 2017 à 2023, rien n'est fait. Je ne crois pas que c'est entre 2023 et 2026 ou 2025, je ne sais quoi là, que quelque chose sera fait. Mais qu'on permette aux pauvres Béninois de vivre de leurs petits commerces. Ça, c'est important. Parce que tous les jours, on dit qu'on casse les gens. Je crois que ça ne fait pas du bien même au gouvernement. Ça ne fait pas du bien à la mairie qui est aujourd'hui le bras opérationnel, puisque ce n'est plus aujourd'hui la préfecture, on va dire directement c'est la mairie. C'est vrai que tout est lié aujourd'hui. La mairie de Cotonou est dirigée par un maire IP, le renouveau. Donc progressiste, le renouveau. Voilà, et donc un allié du pouvoir central. Donc on lit ça au gouvernement, on lit ça à Patrice Talon. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte qu'on montre aux Béninois que les espaces là devraient servir à quelque chose. Voilà c'est à quoi ça sert. C'est pourquoi on vous casse. Mais casser pour le simple fait, pour le plaisir de voir les gens souffrir, je crois qu'il faut qu'on arrête cela. Ishola Djigan, vous avez suivi votre vis-à-vis. Est-ce que vous pensez comme lui? Bon, ne nous leurrons pas. Tout porte à croire que la mairie n'a plus rien d'autre à faire parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a mieux à faire plutôt que d'aller déguerpir des bonnes dames qui cherchent leur pain quotidien, leur gagne-pain quotidien. Vous n'allez pas dire ça, c'est peut-être un point essentiel, on va dire, du plan d'action du maire de la ville de Cotonou. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les artères sont envahies par ce qu'il ne faut pas, on n'arrive pas vraiment à travailler. Là aussi, on ne voit rien venir. Tout porte à croire que la mairie de Cotonou n'a pas un plan de développement pour Cotonou, le littoral. Parce que là, on ne les voit pas à l'action. Donc, il y a mieux à faire plutôt que d'aller casser les bonnes dents qui cherchent leur gagne-pain. Parce que ce n'est pas de leur volonté, ce n'est pas de gaieté de cœur que parfois, elles occupent les espaces. Elles recolonisent les espaces qui ont été entre-temps dégagés. Vous avez vu ou lu un peu partout sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels aussi, une bonne dame qui a arrivé à un niveau donné ou à un moment donné était obligée d'hausser le ton face au préfet. Donc cela est réellement symptomatique de la situation, de la précarité qui se vit dans le pays. Et donc il y a mieux à faire. Donc au-delà de tout ça là, je crois que la mairie de Cotonou parle des voies PAG, si j'ai pu m'exprimer ainsi, c'est-à-dire l'asphaltage numéro 2, ou étape 2. Voilà, le programme asphaltage qui émane, n'est-ce pas, du PAG et dont elle aurait bénéficié. Donc moi, je voudrais dire à Luc Antropo de véritablement travailler parce qu'on ne le sent pas sur le terrain. Il y a mieux à faire. Aujourd'hui, les bonnes dames. Vous êtes un de ces opposants? Non, je ne parle pas d'opposition. Je suis un journaliste et j'analyse de ma posture, de ma position de journaliste, j'analyse les faits. Donc c'est factuel ce que je dis. Ça crève l'œil. Voyez-vous? Donc, je voudrais dire à Luc Antropo qu'on ne le sent pas sur le terrain. Il semble qu'il est beaucoup plus préoccupé par les affaires de l'ANCB que celles de Cotonou, de la ville, de la municipalité. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il vous montre maintenant ce qu'il fait. Il fait quoi? Le déguerpissement. Quel déguerpissement, mon œil. Bon, excusez du peu, il faut dire, à leur place, à la place de la mairie, j'aurais organisé les bonnes dames là autrement. Parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais il y a les marchés qui sont en construction ou qui ont même été construits. Les marchés là seront inaugurés quand? Non, arrêtons même de parler des marchés. Vous pensez que celle qui vend à Tassi 100 francs au bord de la voie a les moyens d'aller se retrouver dans un marché construit à plusieurs milliards? Non, qu'on ne se lève pas.
arrêtons de dire cela. Vous savez quand même que Nous ne savons rien. Cotonou postule à une image de grande ville. Non, Et dans les grandes villes, c'est pas des choses qui ont droit de citer. On ne peut pas rentrer dans une grande ville et voir des étalages un peu partout dans la ville. Que faites-vous du tracé normal? En 2017, quand vous aviez cassé, vous avez dit qu'il y a un plan. Un plan d'aménagement. D'aménagement. On en est où? Quel bilan fait-on aujourd'hui de ce... Il y a eu des aménagements qui ont été faits, même si partout n'a pas été aménagé. J'ai encore en tête le discours du chef de l'État concernant la ville de Cotonou. Il dit ceci: toutes les rues seront goudronnées. Toutes les rues de Cotonou. Il n'a pas dit des rues, hein. C'est du français. Mais faisons le point. On a construit combien de mètres linéaires de voies dans Cotonou? La ville secondaire a été asphaltée. Non, on parle de Cotonou. Arrêtez. Dans Cotonou, arrêtez de mélanger. Tout le monde, tous ceux qui descendent à Cotonou, et vous-même avez même eu à apprécier certains coups de balai. Ne reconnaissent plus la ville. Donc, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, la ville est belle, les routes sont faites. Maintenant, il faut que nous, on meure de faim. C'est ça? Quand tu as faim. Qui vous parle c'est le chef de l'État qui a dit. Qui vous parle de mourir de faim? C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Et vous savez bien, vous êtes autant journaliste que moi et que vous gardez les archives comme moi. Il a dit, il y a des routes, parlant de la mobilisation des fonds faits par le régime d'alors, que les gens ont faim, et vous dites que vous voulez faire des routes. Les Béninois mangent à leur faim aujourd'hui déjà. On serre la ceinture. On nous a dit de serrer la ceinture. Et ça, c'est être homme que de serrer la ceinture. Que de savoir serrer la ceinture. Depuis qu'on a serré la ceinture, est-ce qu'on nous a demandé de serrer? On demande de continuer à serrer. Mais on n'a pas encore fini. Les gens n'ont plus aujourd'hui la rage pour porter la ceinture. Et vous continuez de penser que il faut continuer. Les réformes sont à ce prix. La vie meilleure demain est à ce prix. Pourquoi ne voulez-vous pas suivre la marche? Ah, d'accord. Je meurs et la vie sera meilleure après. Je meurs de faim aujourd'hui. Non, arrêtons. Je crois que... Mourir de faim ne veut pas dire mourir physiquement. Non, monsieur Peggy Ludovic Dagba, cher compris, je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Parce que nous l'avons dit ici. Nous sommes sérieux. Nous faisons des débats sérieux. Et soyons sérieux. Nous allons au fond des choses. Oui, mais vos questions de cet après-midi ne me laissent pas vraiment voir le sérieux qui vous caractérise d'habitude, parce que vous voyez ce que vivent les populations. Et aujourd'hui, pensez que tout est bon. On va pas non plus refuser de voir ce qui se fait de bien. Et vous savez très bien que qui voyage loin ménage sa monture. C'est ce qu'essaie de dire le chef de l'État aujourd'hui. Non, je suis désolé, on ne va pas mourir avant de faire chose là, parce que on nous dit le repas est sur le feu. 10 ans sont en train d'être passés et on ne nous dit pas le repas est cuit ou pas. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on cesse de persécuter les paisibles populations. Ça sent de la persécution continue, permanente. Parce que celui qui va, regardez à Godomé, les jeunes hommes qui restent là, c'est pour ne pas voler qu'ils vendent de la friperie. Et que aux abords des voies. Du jour au lendemain, la police descend, ramasse tout. Mais vous allez... Attendez, je vais finir. Vous fabriquez des cybercriminels dans ces conditions. Vous fabriquez des voleurs, des brigands à main armée. Non, vous n'allez pas dire ça. Non, vous n'allez pas dire ça. Arrêtez. Pourquoi pensez-vous que quand on vous dit ce n'est pas ici que vous allez vendre, mais allez ailleurs pour vendre, allez là où c'est aménagé pour vendre? Pourquoi vous pensez que c'est pour fabriquer? Non, je suis pas d'accord avec vous. Peggy Ludovic Dagba, vous avez 50 000. Oui. Vous êtes allé au marché Missebo. Oui. Vous avez trié
de la friperie. Vous venez vous exposer ça, vous vendez à la criée. Et vous êtes à 2 mètres, la police vient, ramasse tout. Il ne vous reste que les 2 habits que vous avez en main que vous montrez à vos clients. Alors que vous avez pris, c'est tout ce que vous avez pu économiser, les 50 000. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ce n'est pas moi qui le dis. Et l'analyse que je suis en train de faire avec vous, je crois que vous êtes conscient de ce que ça devient des cas sociaux. Ces gens-là deviennent des cas sociaux. Alors qu'au même moment, on lutte pour qu'il n'y ait pas de chômage. Ceux-là, au lieu de ramasser les effets, au lieu de venir de les persécuter, est-ce que vous leur avez trouvé des endroits où ils vont se loger pour vendre, pour faire ces petits commerces? Donc le problème que vous posez, c'est que faut leur trouver un espace de vente. Tout à fait normal, c'est tout ce que nous on demande. Mais si ce n'est pas fait et qu'on va ramasser, on vient, on prend les marchandises, vous voulez qu'ils deviennent quoi? Des fois, on les brûle. Est-ce que c'est normal? Non, est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Nous, on ne refuse pas. Si on veut la beauté de la vie, d'accord. Mais faisons en sorte que ceux qui vivent de leurs petits commerces, du jour au lendemain, se retrouvent dans la rue pour commander ou bien pour prendre les machettes et arracher les motos aux paisibles usagers de la route. C'est tout ce que nous on dit. Ce n'est pas que vous voulez faire là. Faites, d'accord. Mais il faut avoir un plan de relogement de ces jeunes-là, de ces bonnes dames qui sont aux abords de la voie. C'est tout ce qu'on a toujours dit. On l'a toujours dit, on le dira encore demain. Si ce n'est pas fait ainsi, il y a un problème. D'accord. Ishola Djigui, est-ce que vous avez d'autres propositions à l'autorité pour vraiment sortir ces jeunes de la précarité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le problème de l'emploi des jeunes qui se repose à ce niveau, avec ce visage. C'est comme j'ai commencé par le dire tout à l'heure, comme je l'ai ébauché, il y a un instant. Déguerpissement, d'accord. Embellissement de la ville, d'accord. Aménagement de la ville de Cotonou, d'accord aussi. Mais organisons les gens autrement. Parce que, au-delà de cet aspect du déguerpissement, c'est aussi un gain pour la mairie de Cotonou. En principe, les gens n'ont pas les moyens, les gros moyens, pour aller s'installer dans les marchés, mais quand bien même, ils seront bientôt inaugurés. Rester dans de tels marchés, des marchés aussi modernes qui ont été construits à grands frais par les sous du contribuable, voyez-vous, il y a un prix à payer. Donc, ceux qui s'installent aux abords des rues et qu'on déguerpisse aujourd'hui n'ont pas les moyens pour prendre en charge ou payer, libérer, solder les différentes charges qui seront imposées, seront imposées en son temps. Donc, c'est à ce niveau-là que je dis, la mairie doit pouvoir saisir, n'est-ce pas, ce problème-là pour en faire une opportunité. Comme le disent souvent les spécialistes du marketing. Il faut en faire de ce problème une opportunité. La mairie pouvait leur trouver des espaces en attendant l'inauguration. Des autres marchés qui ont été construits, modernes qui ont été construits par le gouvernement et dont la mairie a bénéficié, n'est-ce pas, des retombées positives du PAG. La mairie pouvait, n'est-ce pas, les organiser, aménager de petits espaces et les installer, les reloger à ce niveau-là pour ne serait-ce que percevoir de petites tasses à leur niveau. Cela va faire, n'est-ce pas, un gain pour le budget de la mairie. Mais elle est dégagée de façon aussi vile, de façon aussi inhumaine, si je puis m'exprimer ainsi. Ça pose un petit problème. Ça pose un petit problème. Oui, mais vous ne dites pas un mot de comment pouvoir aider ces jeunes-là à gagner leur vie. Puisque vendre à la sauvette aujourd'hui, aux abords des rues, aux principaux points importants de la ville, n'est pas normal. La mairie, s'érige contre et empêche la chose. Mais quelle est la solution de rechange pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent eux aussi avoir quand même droit à l'air, comme on le dit? C'est comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas une solution miracle pour cela.
il faut les organiser autrement. Permettre à ces jeunes-là aussi de vendre. Je me rappelle de cette initiative qu'avait prise il y a de cela quelques années Julien Gandonou, qui avait parlé des boutiques. Il avait initié... Un ancien politique. Voilà. Qui avait initié des boutiques en tant que privé et devait aller, n'est-ce pas, en partenariat avec la mairie de Cotonou. Mais on a vu comment la suite a été. Ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Et l'autre chose, le projet a semblé être piraté par d'autres personnes, mais finalement, ça a fait flop. La mission a fait chou blanc. Et voilà. Donc, la mairie peut, n'est-ce pas, penser à ces genres de stratégies, à ces genres de projets, ne serait-ce que pour permettre à ces jeunes qui sont au chômage, mais comme il y a des diplômés parmi eux, hein. Beaucoup. Il y en a qui ont le master, la licence, et même le TSS, et même le doctorat. Qui se reconvertissent, faute d'avoir mieux, faute d'avoir ce qu'il faut pour exercer. Mais qu'on en sert ceux-là davantage dans la pauvreté, dans la précarité, dans la misère ambiante, pose un problème. Cela, n'est-ce pas, pourrait revenir comme un effet de boomerang, n'est-ce pas, pour les autorités du pays, parce que ça deviendra, n'est-ce pas, une bombe à retardement des intellectuels de cet acabit qui se retrouvent dans des situations pareilles. Attention, c'est dangereux pour un pays. Donc, telle est la raison pour laquelle, à y voir de près, la mairie doit pouvoir changer de paradigme. Faire en sorte, n'est-ce pas, d'aménager de petits espaces à ces jeunes-là, ne serait-ce que faciliter la situation, la tâche, la vie, en percevant des petites tâches auprès d'eux. Mais il ne peut pas refuser. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Je suis devenu consultant de la mairie. Voilà ce qu'elle doit faire normalement. Il faudra qu'elle passe payer ses notes. Ah oui. Donc, Monsieur Vincent Fortunaire-Sobra, pour conclure sur ce chapitre. Non, sur ce chapitre, c'est ça que Ishola a encore embouché ce que j'avais déjà commencé. Il faut réfléchir, trouver la formule nécessaire pour que ces jeunes ne se retrouvent pas dans la rue comme délinquants. Il faut tout faire pour que ces bonnes dames ne se retrouvent pas dans la rue comme des commandeuses d'aumône. Les permettre de vivre de leurs petits commerces. Parce que il est établi aujourd'hui que les boutiques construites, les marchés construits, à coût de milliards, ne serviront pas à ces jeunes, à ces bonnes dames vendeuses de tomates pour aller vendre. C'est pas évident. Je ne connais pas le prix d'une boutique encore parce que ce n'est pas encore officiel, mais les vendeuses les vendeurs de friperies, les vendeuses de atassi, les vendeuses de tomates ne pourront pas aller dans ces marchés s'installer. C'est pas possible. Ce n'est pas pour demain. Non. Donc, il faut que les autorités compétentes trouvent la formule pour permettre à ces différentes couches sociales de vivre et de vivre décemment comme elles le souhaiteraient. Merci à vous. Ce chapitre de fermé, on va ouvrir un autre qui est désormais le sort du Bénin ou la perception du Bénin par l'extérieur. Est-ce que, franchement, le Bénin aujourd'hui au banc des accusés par rapport à la situation ou à son implication active dans l'application des sanctions contre le Niger? Pourquoi le Bénin est-il mal vu comme ça? Oui, le Bénin est mal vu, le Bénin est au banc des accusés, le Bénin est sur toutes les lèvres en Afrique, plus précisément dans l'espace ouest africain, parce que aujourd'hui, quand on parle du Niger, sanction de la CEDEAO, c'est le Bénin, on voit en ligne de mise, c'est le Bénin que tout le monde voit. Et vous avez vu, il y a les activistes ne ratent aucune occasion pour tirer à boulet rouge sur le Bénin et plus précisément sur le chef de l'État.
Mais qu'a-t-il fait de si grave? Alors que tout le monde sait qu'il n'est pas initiateur de ces sanctions. Est-ce que va-t-il payer les frais de sa proximité et d'être le principal canal de transit des produits destinés au Niger? Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on va le vouer aux gémonies ainsi? C'est quand même pas normal, disons-nous la vérité. Oui, vous pensez que ce n'est pas normal. Oui, on pense que ce n'est pas normal. Mais en réalité, quand vous-même, en tant que Béninois, vous faites un pas, 2 pas en arrière, vous regardez la situation, vous analysez la situation, vous comprenez qu'il y a quelque chose. Le Bénin voudrait être un bon élève de la CEDEAO. Tout de suite. Un bon frère du Niger. Non, malheureusement pas. Pas un bon frère. Pourquoi? Parce que... Il veut bien que ce qui se passe chez lui et qui joue et qui donne la stabilité se passe là-bas aussi. Non, c'est pas le non-droit. Non, hein, c'est pas les coups d'État. Non. Oui, les coups d'État, vous savez, je ne vais pas entrer dans une autre polémique. Donc, laissons ça. Parlons de la situation beaucoup plus qui est sociale dans cette crise. Le Bénin, aux premières heures du coup d'État, a été l'un des pays, l'un des meilleurs appliqueurs de témésiste. Voilà, c'est le témésiste. Vous en avez la licence, allez-y. le meilleur appliqueur en griffe des sanctions de la CEDEAO. Vous imaginez cette sanction, les sanctions prononcées par la CEDEAO constituent à fermer les frontières. Le Bénin a fermé ses frontières. Mais les autorités béninoises n'ont pas pris la mesure des choses. En fermant les frontières du Bénin, on ferme le port autonome de Cotonou, qui n'est plus opérationnel. Mais les marchandises nigériennes qui passent par le Bénin ne sortent pas du Bénin gratuitement. C'est contre quelque chose. Oui, la douane béninoise... C'est le prix à payer pour être un bon élève de la CEDEAO. Oui, maintenant, vous êtes bon élève et votre économie est à terre. La CEDEAO viendra vous relever notre économie à notre place. Mais pourquoi vous dites que notre économie est à terre? Mais oui. On n'a aucune déclaration officielle qui confirme la chose. Ah bon? Oui. On dit le poumon de l'économie béninoise, c'est le port. Oui, vous le savez? On n'a pas pour tout. Vous le savez. On n'a pas pour tout client que le Niger. Il y a d'autres, non? Ah bon, comme qui? Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali. Burkina, est-ce que vous suivez aujourd'hui la position du Burkina Faso par rapport au Bénin? Vous suivez la position du Mali aujourd'hui par rapport au Bénin? C'est là que je vous dis. Le Burkina vient d'autoriser sa force militaire à intervenir au Niger. Au Niger, en cas d'attaque de la CEDEAO contre. Donc, vous voyez bien que le Bénin est dans une très mauvaise posture. Le Burkina, il s'entend pas. Le Mali ne s'entend pas avec le Bénin. Le Niger, aujourd'hui, trouve que c'est le Bénin qui est le bras opérationnel. Le Bénin est soupçonné ou bien accusé d'être la base arrière des forces étrangères pour attaquer le peuple nigérien. Pourquoi quand il s'agit du Niger, on parle de forces étrangères, alors que on sait très bien que c'est une union sous-régionale qui s'est entendue pour faire. D'où vient le qualificatif étrangère maintenant? Non, moi je ne voudrais pas, ce n'est pas moi qui donne ça. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est ce qui est dit que moi je rapporte. Les forces de la CEDEAO constituent aujourd'hui des forces étrangères. Malheureusement, c'est ce que disent les autorités militaires nigériennes. Et on ne peut pas les refuser cela. Ils sont libres de qualifier. C'est eux qui qualifient, donnent les qualificatifs qu'ils veulent. Mais pourquoi, à un moment donné, il faut leur donner raison? Parce que la CEDEAO s'est déjà fourvoyée dans plusieurs cas. Et aujourd'hui, sur plusieurs terrains. Et puis, aujourd'hui, là où elle joue sa crédibilité, malgré la pression de tout genre, je ne crois pas que jusque-là,
les chefs d'État de la CEDEAO ont vraiment décidé d'abandonner l'option militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Donc, je reviens encore au cas du Bénin, puisque c'est le Bénin qui nous intéresse. C'est le cas du Bénin qui nous intéresse, encore que le Bénin, malgré la fermeture de sa frontière, se permet, sur la demande de l'ONU certainement, d'ouvrir un couloir humanitaire. C'est humain tout ça. Pendant que vous menacez, ça pose un problème. Et vous savez quoi? Quel problème ça pose? Vous savez quoi? Nous sommes conscients que, en imposant le blocus terrestre, le blocus des frontières, forcément, il y a des problèmes. Donc, il faut quand même trouver un espace pour que l'humanitaire puisse se faire afin de voler au secours des âmes plus faibles. Oui, permettez-moi, c'est vous qui pensez comme ça. Le militaire a une autre analyse de la situation que nous, on n'a pas. Mais vous savez, pendant que le Niger tient cette position du Bénin, il ne tient pas, les autorités nigériennes ne tiennent pas la même position par rapport au Togo, avec qui ils partagent également une frontière. Cela voudra dire quoi? Le Bénin, aujourd'hui, a poussé le bouchon un peu plus loin. J'ai dit, les conséquences pour le Niger sont aussi énormes que pour nous au Bénin. Parce que les deux peuples, quand vous allez à partir de Malanville, vous ne connaissez pas qui est nigérien, qui est béninois. Les deux peuples sont mélangés. C'est comme à la frontière Togo-Bénin. Togo-Bénin, où tout le monde parle la même langue. Et quand on les voit, tu ne sais pas c'est qui le béninois, c'est qui le togolais. On ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence. Ce n'est pas que à cette frontière. Je vous informe que même au niveau, tout au long de la frontière, quand vous montez, les deux peuples se ressemblent. Je parle bien entre le Togo et le Bénin. Parce que moi, les villages frontaliers de mon village, de ma commune natale, on parle la même langue que ceux du Togo, le Nago. Quand vous évoluez, vous trouvez les Somba au Bénin, vous allez de l'autre côté du Togo, vous trouvez les Somba. Les Kabières, c'est la même chose, pour vous montrer que c'est des peuples frères. Même peuple. Et il faut, tout le monde aujourd'hui dit, privilégier la voie du dialogue. Mais le Bénin veut rester ferme avec quelques pays. Vous avez constaté, il y a certains pays qui ne se prononcent pas jusque-là. Mais puisqu'ils se sont déjà prononcés pour le vote des sanctions. Et puis si les sanctions sont prises, c'est à l'unanimité qu'ils se le sont dit. Oui, c'est à l'unanimité. Est-ce que c'est ça que je dis? Est-ce que tous les pays ont appliqué la sanction comme le Bénin l'a fait? Ça, c'est une autre affaire. Voilà. C'est pourquoi... Mais ils ont tous marqué leur adhésion aux sanctions. Justement. Et c'est pourquoi il faut être intelligent dans la mise en œuvre. Qu'est-ce que les autres ont fait et nous, on n'a pas fait aujourd'hui? Il faut crier le nom du Bénin partout. Il faut crier le nom du président de la République partout. À l'interne, au Bénin ici, vous avez vu les religieux, c'est-à-dire le clergé catholique, a donné de la voix pour dire privilégions la voie du dialogue. L'Union islamique du Bénin dit privilégions la voie du dialogue. Les opposants ont fait des communiqués, ont fait des déclarations. Vous avez assisté avec moi le samedi dernier au meeting des démocrates sous la pluie battante. Sous la pluie battante, et les gens sont restés debout. Et il y a eu un fait qui m'a marqué, moi. À un moment donné, pour se protéger de la pluie, les gens ont mis les chaises sur la tête. Ils sont restés debout sous la pluie, là. Il faut dire alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signal fort pour dire à nos dirigeants, attention, quelque chose ne va pas. Si sous la pluie, et moi j'ai vu, les gens sont étonnés quand on est sorti de là, on partait,
Les gens disent, mais sous la pluie, là, les gens sont venus encore ici comme ça. Les gens se donnaient. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Et les autorités, les dirigeants béninois ne doivent pas rester sourds à cela. Si tout le monde dit ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas que notre pays s'engage de cette manière. Il va falloir que les premières autorités du Bénin fassent un peu la pause et dire, mais comment on fait? Considérer les choses. Voilà, ce n'est pas un signe de faiblesse. Non, c'est plutôt, c'est ça que les grands hommes, c'est ça pour les grands hommes. C'est ça la meilleure décision. Il faut voir, alors les gars, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Et on voit, on écoute ce qu'on nous dit. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais c'est parce que vous êtes plutôt grand. Alors, Ishera Djiguin, voir le Bénin disposé à aménager un couloir humanitaire et avoir la réaction contraire chez ceux qui doivent être bénéficiaires de ce couloir humanitaire, comment analysez-vous ce distinguo, ce contraste? Non, j'ai pu observer comme tout le monde la situation par rapport à l'ouverture d'un couloir humanitaire concernant, n'est-ce pas, venant du Bénin. Et à y voir de près, je pense que cette réaction n'est pas venue par hasard. Elle démontre d'un postulat clair. Le Niger est vent debout contre le Bénin par rapport à la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus, n'est-ce pas, s'attendre à une réaction que celle d'opposition qui a été émise par les nouvelles autorités du Niger, les putschistes. D'accord? Et donc, le gouvernement béninois aussi devait s'attendre à une pareille situation. Mais au-delà de cet aspect, moi, je voudrais dire au général Tiani de sortir un peu de sa zone de confort parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit et répété dans l'émission précédente, tout porte à croire que le général Tiani n'a rien à vendre aux Nigériens. Les Nigériens souffrent. Et je voudrais profiter, n'est-ce pas, de cette tribune pour compatir à la douleur des peuples nigériens, des populations, surtout celles les plus vulnérables, les enfants et les femmes. Je voudrais ici, de vive voix, n'est-ce pas, compatir, n'est-ce pas, à leur douleur. Je crois entendre le politique Ishera Djiguin. Oh, il n'est pas un homme politique, il reste et demeure journaliste. Il analyse les événements, les faits de sa position de journaliste. Et voilà. Et voilà qu'il lance un appel. Oui. Parce que nous sommes tous des humains. Oui, c'est le rôle du journaliste, tout à fait. Nous sommes tous des humains. Oui, parce que je soutiens ce point d'analyse de mon confrère pour vous dire que si vous regardez, vous suivez de près, effectivement, et comme moi-même, je l'ai dit, je crois ici une fois déjà, sur nos écrits, sur Djarobi ou Nouvelle Mutation, nous l'avons toujours dit, les putschistes et le général Tiani est resté égal à lui-même, malgré tout ce qu'on dit. Mais en réalité, qui souffre? C'est le bas peuple. Nous l'avons dit tout à l'heure. Oui. Nous l'avons dit tout à l'heure concernant le Bénin ici. C'est ce que dit Ishera Djiguin. Bien sûr, c'est pourquoi je dis, je soutiens ce point d'analyse et je dis, il va falloir, c'est dangereux que des autorités qui dirigent les peuples africains ne considèrent pas la souffrance de ces peuples. Donc, en considérant cette souffrance des peuples, ils devaient accepter ce couloir humanitaire. Tout à fait, mais malheureusement, c'est l'effet contraire. Parce que lui, il ne vit pas ce que vivent les autres. Quand on coupe le courant, on ne coupe pas le courant chez lui. Quand on coupe l'eau, on ne coupe pas l'eau chez lui. Il a de l'eau en réserve chez lui. Quand le riz est cher au marché, lui ne connaît pas le prix. Voilà. Le maïs, il mange quand il a faim. Et il mange ce qu'il veut. Voilà. Il ne connaît pas le prix.
du mil au marché. Il goûte aux délices du pouvoir. Voilà. Donc, c'est compliqué. Il va falloir, et c'est pour tous les dirigeants africains, c'est à eux de comprendre que le peuple souffre et que il faut savoir souffler le chaud et le froid. Comme dans la suite logique de ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure, j'ai dit, tout porte à croire que le général Tchiani n'a rien à vendre aux Nigériens parce que le bas peuple souffre. La populace, celle qu'on considère ici comme les populations les plus vulnérables, les masses populaires les plus vulnérables, qu'on appelle la populace, souffre énormément. Et donc lui, goûtant aux délices du pouvoir, il ne peut jamais vivre les mêmes situations. Le phénomène que le peuple vit, il ne peut pas le vivre lui. Donc les discours ne peuvent pas être les mêmes. Les modes de réflexion également. Donc il faut que le général Tchiani transcende, n'est-ce pas, la posture qu'il adopte jusqu'à présent pour lâcher un peu du lest, n'est-ce pas, regardant, n'est-ce pas, la souffrance des populations. Le Bénin et le Niger sont condamnés à vivre ensemble. Ce n'est pas un coup d'État qui viendra les diviser dans tous les cas de figure. Je pense que le problème est au niveau du sommet. C'est entre les politiques et les autorités qui se battent là-bas. Mais au niveau du bas peuple, il y a une autre situation, il y a un brassage qu'on ne saurait renier aujourd'hui pour rien au monde. Donc à partir de ce moment-là, il faut que le général Tchiani la bouge. Il faut qu'il bouge. Parce que... Il bouge, c'est-à-dire? Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il, n'est-ce pas, commence par... Qu'il quitte le pouvoir? Non, pas forcément. Qu'il laisse le pouvoir? Non. Qu'il rétablisse la situation dans laquelle nous retrouvons aujourd'hui, hein, si on ne fait rien, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on risque, n'est-ce pas, on risquera de s'enliser. Parce que là, mais comment, il est porteur de quel programme? Ils ont reproché quelque chose à Bazoum. Alors qu'eux-mêmes, ils sont responsables. Ils sont les militaires. C'est à eux, n'est-ce pas, de proposer les stratégies les plus, n'est-ce pas, élaborées, les plus ciselées au président de la République qu'ils ont déchu. Afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils trouvent le toupet. Et si ce dernier n'avait pas accepté leur proposition? Non, on ne peut pas dire ici tout de go qui n'a pas accepté leur position. Puisqu'il y a eu coup d'État après. Non, ça veut dire que c'est démonstratif, comment dire, d'un désaccord. Le pouvoir a plusieurs pans. Et cela ne se gère pas de façon unilatérale. La sécurité présidentielle, c'est autre chose. On ne peut pas proposer quelque chose au président de la République et qu'il se lève tout de go, et qu'il rejette, refute, n'est-ce pas, sans crier gare. Là, à ce niveau-là, sa sécurité sera menacée. Donc, il n'a aucun intérêt, a priori, à refuter de tels genres de stratégies. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que la Constitution et l'ordre constitutionnel reviennent au Niger. Je suis formel là-dessus. Parce que là, ça ne bouge pas. Le général Tchiani n'a rien à revendre. Donc, vous continuez. Jusqu'à présent. Donc, pas menace militaire. Non, c'est pas une menace. Je dis pas une intervention militaire. Non. Comme je l'ai dit la fois dernière ici, nous sommes en train de nous éloigner, n'est-ce pas, du spectre de l'intervention militaire parce que j'ai suivi un peu sur les ondes, sur les chaînes internationales, la situation. On a fait un peu le point de la situation où on a dit, n'est-ce pas, rassurer les uns les autres que le président en exercice de la CEDEAO est dans les pourparlers. Il met tout en œuvre pour qu'on y parvienne, n'est-ce pas? Qu'il parvienne, lui, et la partie adverse trouve, n'est-ce pas, un consensus, trouve une solution diplomatique comme l'a recommandé tout le monde, la communauté internationale. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que le général Tchiani prenne conscience des difficultés que le peuple nigérien vit pour lâcher désormais du lest et accepter, n'est-ce pas, ouvrir ce couloir humanitaire pour que on desserve les populations, on aille au secours, l'ONU aille au secours des populations qui sont en danger. Alors, est-ce que vous savez, par exemple, pour apporter de l'eau à votre moulin, que les médicaments essentiels commencent à manquer à Niamey? Bien sûr. Vous avez vu la dernière fois, pourquoi ils acceptent? Ils acceptent les camions, plus d'une trentaine d'ailleurs, du Burkina Faso, récemment, ils l'ont accepté. Précédemment à ce couloir humanitaire que le Bénin, n'est-ce pas, en partenariat avec l'ONU, a ouvert, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ils ont accepté là-bas? Et même à ce niveau-là, je vois que
le Niger, les nouvelles autorités, les putschistes, je pèse bien mes mots, les putschistes, il faut qu'ils prennent conscience, n'est-ce pas, que désormais, le peuple attend beaucoup d'eux, qu'il va falloir sortir de cette zone et proposer des solutions, démontrer à la communauté internationale en partant de la CEDEAO, n'est-ce pas, leur bonne foi, qui sont effectivement venus et qui sont porteurs d'une solution miracle, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ils sont venus, n'est-ce pas, ils ont éjecté un président démocratiquement élu et ils ont pris le pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, on devait s'attendre à une solution miracle, à une alternative, n'est-ce pas, consensuelle, qui puisse répondre aux aspirations des populations. Parce qu'au-delà de tout, il est permis de rêver. Mais encore faut-il que le rêve soit compatible avec les aspirations de la population, des bas peuples. Ici, il y a un contraste. Ici, il y a les aspirations des populations qui sont un peu antinomiques aux ambitions du général Tiani. Voyez-vous, donc à partir de ce moment-là... Il y a dichotomie. Oui, il y a dichotomie. Donc, c'est diamétralement opposé. Les ambitions au niveau des deux partis sont diamétralement opposées. Or, c'est le peuple qui porte au pouvoir. Donc, ils sont venus par un coup d'État. Il faut qu'ils démontrent leur bonne foi. Démontrer à tout le monde que, vraiment, nous avons une solution. Porteur d'espoir. Nous amenons, n'est-ce pas, nous venons au pouvoir, nous prenons le pouvoir donc avec une lueur d'espoir aux populations qui attendent beaucoup. Vous leur demandez de savoir lire entre les lignes, oui, de savoir faire la démarcation nécessaire, pas de fermeture de frontières, parce que fermeture frontière et appliquer une politique contradictoire ou une politique de va-t-en-guerre avec le pays qui a fermé la frontière. Il faut que, comme je le dis, je le répète, j'insiste, je persiste, je signe, pour dire que le peuple béninois et le peuple nigérien sont condamnés à vivre ensemble. Voilà, à vivre ensemble, ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'ils acceptent d'ouvrir le couloir, acceptent que le Bénin, qu'on alimente les populations à partir de ce couloir humanitaire qui passe par la frontière bénino-nigérienne, n'est-ce pas, pour aller les alimenter en médicaments et en produits essentiels, d'accord, pour ne pas vivre une situation de disette qui menace aujourd'hui le Niger. Parce que là, il va falloir qu'il lâche un peu du lest, ne pas éviter de s'en tenir à cette position au risque, on va dire, à cette querelle de coépouse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reluque un peu la situation, oui. C'est une bonne image, voyez-vous. Donc, il faudrait qu'il reluque un peu la situation, lâche un peu du lest, regarder la souffrance des populations pour laisser les autres aller, n'est-ce pas, à leur secours, aller nourrir la population. Parce que là, il faut qu'il évite, transcende, n'est-ce pas, ses ambitions personnelles, laisse de côté ses ambitions personnelles et regarder et mener une politique compatible qui s'accommode, n'est-ce pas, tout naturellement avec les aspirations des peuples qui attendent beaucoup, je le répète encore. Vous l'aurez dit, vous l'avez dit tout le temps, je crois qu'on a entendu. Oui. On va quitter le théâtre nigérien pour celui rwandais. Vincent Fortuné Assogba, je sais que vous êtes un fauve de l'actualité africaine et ceci n'a pas pu passer sous vos nez sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Kagame, Paul, candidat pour un 4e mandat en 2024. Oui, avant d'en venir à votre question, je voudrais préciser sur la question du Niger. Vous dites que le Niger est rigide par rapport au Bénin. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas correctement, mais il ne tient pas la même rigueur contre les autorités togolaises. Donc, le Niger refuse tout ce qui vient du Bénin, mais est susceptible d'accepter que le couloir humanitaire passe par le Togo pour les parvenir. Bon, mais c'est dommage que ça se passe ainsi. C'est dommage que les autorités militaires
jusque-là continue de tenir rigide. C'est pas bon parce que dans une situation de crise, le dialogue est très important. Vous voyez, quand vous prenez l'Ukraine et la Russie, malgré que les coups, les bombes pleuvent tous les jours, au même moment, ils se retrouvent de l'autre côté, dans les bureaux climatisés, pour discuter de la paix. Et je crois que les autorités nigériennes doivent comprendre que ils ne peuvent pas rester fermés. Et que même malgré le soutien du Mali et du Niger, ils ne seront jamais plus forts que les États de la CEDEAO. Ça, c'est exclu. Ça, il faut bien qu'ils comprennent. Oui, que au-delà de tout, la CEDEAO et les autres, ils font partie de la CEDEAO. Et ils sont minoritaires au sein de la CEDEAO, même si tout le monde n'optait pas pour l'intervention militaire. Mais ça va finir par s'imposer à tout le monde si c'était le cas. Je dis si bien si c'était le cas. Mais pensez que à trois, ils sont plus forts que la CEDEAO. C'est un leurre et ils doivent commencer par réviser leurs positions et adoucir un peu leurs positions. Revenons à votre question sur le président Kagame. Je crois, pour moi, à ma lecture, c'est le contraire qui m'étonnerait. Qu'il ne soit pas candidat? Bien sûr. Pourquoi? Mais parce que il est président, il veut être président à vie. Le monsieur a déjà révisé la Constitution. Chaque fois que son mandat vient à terme, on retouche la Constitution et ça remet le compteur à zéro. Finalement, c'est la Constitution rwandaise qui le veut ainsi? Ah, mais mais qui décide? C'est lui? Oui, il y a deux constitutions que lui, en fait. Mais c'est tout. Est-ce qu'on va dire le contraire aujourd'hui? Qui va dire le contraire? Je crois pas. Mais c'est dommage que ça se passe comme ça en Afrique. Et aujourd'hui, c'est ça. Ça là, c'est un coup d'État. Institutionnel. Qu'on doit condamner. On doit dire halt. Au lieu de dire halt, et c'est pourquoi je suis content je vivais le discours de Oligui, le général Oligui, l'homme fort de Libreville. Il dit, mais quand les gens révisent leur constitution, quand on prend les opposants, quand on empêche les gens d'aller aux élections, on ne dit pas qu'il y a coup d'État. Mais c'est quand le militaire vient maintenant, il dit, bon, arrêtez le bordel, on trouve qu'il y a coup d'État, il y a entorse à la Constitution. Mais il s'agit de quelle Constitution, en fait? C'est ça, justement. Kagame est un champion des coups d'État institutionnels. C'est ça. Parce que à chaque moment, on révise la Constitution, on taille la Constitution sur la mesure du président. Non, il faut qu'on arrête. Est-ce que c'est lui seul qui va faire le bonheur, qui est habilité à faire le bonheur du peuple rwandais? Donc, gros point d'interrogation. Voilà. Imaginez, tout le monde passera par là. Donc, demain s'il meurt, c'est dit que le Rwanda n'aura plus de président. Le Rwanda ne va plus connaître de développement. Il faut que les chefs d'État africains arrêtent de perpétrer des coups d'État institutionnels. Et quand on les touche maintenant par des coups d'État militaires, qu'ils commencent par crier. Inch'Allah. Encore 2 minutes. Je voudrais juste embrayer dans le même sens que... Pas dans le même sens. Oui, bon, est-ce qu'il n'a pas raison en définitive, Paul Kagame? Bon, non, c'est quand même lui qui tient le pays. Écoutez, la stabilité du pays, c'est lui. Écoutez, tout le développement du pays, donner raison aujourd'hui à Kagame va paraître comme un attrape-gogo. Et en définitive, tout porte à croire que Kagame prend les populations ou la communauté africaine comme des niais
les attrape-gogo, comme il est parvenu à enjuponner son peuple dans son pays où il perpètre, n'est-ce pas, des coups d'État, comme bon lui semble, avec toute son écurie. Vous avez vu la réaction des Américains. Les États-Unis sont en passe de mettre fin ou un terme à un certain nombre de pans de leur relation avec... donc à partir de ce moment-là, cela devait l'interpeller. Et interpeller, n'est-ce pas, tous les dignitaires de son régime au plus haut point. Il montre qu'il s'en fout. Ah bon? Donc, wait and see. On n'y est pas encore, mais Kagame, revenu au pouvoir, c'est déjà plus qu'une lettre à la poste. Il a pris toutes les dispositions. Il a suffisamment huilé la machine, d'accord, et a savonné, comme bon lui semble, la planche à l'opposition. Mais comment pour qu'elle ne parvienne jamais au pouvoir. Comment expliquez-vous cette opposition zéro au pouvoir Paul Kagame? L'opposition n'est pas zéro. Non, l'opposition, on ne peut pas dire que l'opposition est zéro à partir du moment. Non, à partir du moment où on a muselé tout le monde. Elle ne détient pas la puissance publique. Voilà. Pourquoi? Vous savez comment ça se... Je ne sais pas si vous avez oublié. Pourquoi elle ne lutte pas l'opposition? Aviez-vous oublié le cas de quand son challenger aux dernières élections s'est retrouvé à le cas du Zimbabwe? Non? Le cas du Zimbabwe. Comment ça se passe? J'ai pas comment l'appelle-t-on? Mugabe de béni mémoire. Voilà. Vous avez vu ce qu'il a fait de l'opposition? Même, laissons le cas des autres pays, même chez nous ici, là. Vous voyez comment persécute l'opposition, même si c'est de façon astucieuse. Dans les pays africains. Mais ceux qui sont au pouvoir ont la puissance publique. Mais dans cette persécution, oui, l'opposition béninoise, par exemple, dont vous donnez l'exemple, a quand même su sortir du nez. Oui. Pourquoi c'est pas le cas au Rwanda? Elle a des limites. Il y a une limite à ne pas franchir. Si elle franchit le Rubicon tout de suite, le pouvoir dit arrêtez-moi ça. Mais pourquoi ne pas trouver quand même un espace vital dans tout ça, en prenant en considération de l'existentiel, du contexte local? Vous voyez, les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Au Bénin, le Bénin, c'est vrai, nous avons dégringolé quand on parle aujourd'hui de démocratie, mais le Bénin, qu'on le veuille ou non, il reste encore un petit bout que nous tenons. C'est ça qui fait que vous parlez du Bénin. Mais au Rwanda, c'est fini. Mais comment c'est fini? Comment ça peut finir? Le bouchon, c'est des êtres qui respirent et qui réfléchissent là-bas. Il n'y a pas de démocratie et dire le contraire aujourd'hui, c'est se fouvoyer. Le bouchon est déjà poussé très loin. Au Bénin, nous avons encore un bout et ça nous permet de parler. Et c'est ça qui a fait que on peut plus rien sauver. Nous sommes encore ici. On peut tout dire. Le mot démocratie est enrayé, n'est-ce pas, du dictionnaire du président Kagame. Et à ce niveau, je voudrais interpeller les institutions africaines d'être suffisamment prévenantes. Il ne faut pas attendre que les crises surviennent avant de commencer par courir dans tous les sens. Mais personne n'a réagi contre cet énième mandat. C'est le moment pour ces institutions-là, n'est-ce pas, d'aller au secours de ce peuple, d'aller au secours du peuple rwandais. Parce que c'est inadmissible. Comment peut-on dire qu'un seul individu dans tout un pays, un seul individu est plus intelligent que tous les autres? C'est inadmissible. Au XXIe siècle, qui plus est. Donc, il faut que, parce que le peuple, à la lutte vont les choses, n'a aucune force. Même si elle fait quelque chose dans les unes, elle prend quelqu'un d'autre dans les unes, l'autre fera, n'est-ce pas, autre chose. Suivez mon regard. Ça s'est passé ici aussi. Suivez mon regard. Donc, il faut que les uns et les autres prennent conscience, n'est-ce pas, de ce que un pays ne se gère pas comme une épicerie. Un pays ne se gère pas comme une dynastie. Kagame dégage, excite du pouvoir. Il est temps qu'il aille se reposer, partir, n'est-ce pas? Vous serez pris pour incitation à la violence, hein? Non, c'est pas une incitation. Non, je suis réaliste. Je suis réaliste. Parce que la situation crève l'œil. Il faut juste savoir. Les autres ne peuvent pas dire le contraire de ce que je dis. Il faut savoir quitter les choses. Mais c'est ce qui a amené un coup d'État au Gabon. Au Gabon. C'est ça. Il faut éviter tout ça. C'est dans les crises. Merci. Il faut éviter et rester, n'est-ce pas, à l'avant-garde. Merci, cher confrère. Plutôt que de commencer par courir dans tous les sens. Nous allons conclure ainsi l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à tous. À la prochaine. Le point 7.
Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.